Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno et d'aujourd'hui on va faire le test du Honor 8 Pro. Donc c'est un smartphone qui est sorti déjà il y a quelques mois, j'ai mis un peu de temps pour le sortir pour le coup, enfin surtout pour l'avoir, et je l'ai enfin en main. C'est un smartphone qui en gros reprend les caractéristiques du Mate 9 avec surtout un écran 2K en plus, c'est surtout ça la grosse différence entre les deux, et aussi qu'il utilise toujours le capteur du Honor 8 au niveau de l'appareil photo. C'est un peu les grosses différences entre le Mate 9 et cet appareil là. Et pourtant, est-ce qu'il est vraiment mieux? Est-ce qu'il est vraiment moins bien? On va le voir dans le test. J'aimerais quand même ajouter une petite chose avant de commencer. C'est que déjà, la première chose que je mentionne rarement dans les tests, c'est tout ce qui est la partie sans fil, tout ce qui est la partie réseau. J'ai parlé de la partie 4G surtout parce qu'il y a un gros problème que j'avais déjà rencontré plus ou moins sur le Mate 9, mais qui est aussi présente ici, c'est qu'au niveau de la 4G, que ce soit au niveau de la réception, on y bug au niveau des antennes, c'est-à-dire sur les antennes sur lesquelles il se connecte et qu'il n'arrive pas à se connecter réellement dessus, c'est-à-dire qu'il est connecté mais il n'y a aucune connexion derrière, c'est-à-dire que vous pouvez recharger une page autant que vous voulez, ça ne marchera pas et qu'il faut passer en mode avion, c'est pas super cool. Et pourtant Huawei c'est un peu ceux, enfin Huawei donc la Honor est un peu la filiale de Huawei pour rappel, c'est un peu ceux qui gèrent un peu sur ce côté-là, et là pour le coup en tout cas c'est lié au processeur, c'est pas lié au Mate 9 ou au Honor 8 au niveau des positionnements des antennes. Là, c'est vraiment lié au processeur lui-même qui a des problèmes avec certaines antennes. C'est assez étrange. Et ce qui fait que là-dessus, c'était un peu parfois chiant à utiliser, mais il n'a pas ça comme problème. L'autre problème, et on va en reparler derrière dans le test, c'est que c'est un processeur qui a été fait, qui est sorti assez rapidement, puisqu'il est sorti en novembre avec le Mate 9, avec les Cortex A73 qui étaient là pour améliorer en termes de performance, et aussi améliorer aussi, alors un peu en termes de performance, mais surtout au niveau de la consommation d'énergie, sauf que c'était gravé en 16 nanomètres. Là où Samsung et Qualcomm, eux, ils ont gravé en 10 nanomètres. Donc il y a une grosse différence entre les deux. Pourtant, les performances sont les mêmes. Par contre, le gros problème, c'est que ce processeur et sa gestion en termes d'énergie a été fait pour allier performance avec rapidité. Par contre, performance avec consommation d'énergie, enfin l'économie d'énergie, ils ne connaissent pas trop ce que c'est. On va le voir très rapidement dans ce test en fait sur la partie autonomie. Et c'est pour moi l'un des plus gros défauts de ce téléphone, surtout quand on voit sa batterie monstrueuse de 4000 mAh. Ça fait un peu tâche et on l'expliquera un peu plus loin dans le test. Parce que ça vaut le coup de le savoir. Moi, en tout cas, c'est pour moi le plus gros défaut du téléphone. Si vous êtes adepte d'une autonomie moyenne, dans ce qu'on retrouve à peu près dans tous les téléphones, ça devrait vous plaire. Pour ceux qui s'attendent à une grosse autonomie, vous allez être vraiment déçus. Au niveau du design, donc là on est sur un gros appareil pour le coup, on est sur un 5.7 pouces, donc ça, on voit que ça en impose plutôt pas mal. Alors on n'est pas sur ce qui se fait comme actuellement Samsung avec ce côté extrêmement borderless, on est encore sur quelque chose de très classique, forcément c'est moins cher, donc c'est très classique et il n'y a que Samsung qui a réellement fait le pas avec Xiaomi et le Mi Mix sur le haut de gamme, cette année en tout cas. On va parler donc au niveau du design, on va faire déjà un peu le tour du propriétaire. Donc nous avons cette façade, donc l'écran de 5.7 pouces, on a le Honor qui est en bas, donc ça c'est quelque chose qui est en train de réapparaître. En haut nous avons ici le haut-parleur, hop, ici je vais rapprocher. Avec le focus, c'est mieux. Donc, nous avons le haut-parleur qui est ici avec la LED de notification qui est ici. Alors là, on la voit pas, mais normalement, il y a une LED de notification. On a le capteur de proximité et luminosité ici. Et on a le capteur avant de 8 mégapixels, si je dis pas de bêtises. Donc le Honor, je l'ai dit en bas. À droite, nous avons le bouton Power qui est un peu strié pour le démarquer du bouton Volume.
hop, ce serait bien qu'il me fasse, voilà, du bouton volume. Nous avons rien d'autre. En haut, nous avons ici un capteur infrarouge. Donc ça, c'est plutôt cool de le retrouver. On l'avait, je crois, sur le Honor 6 Plus aussi. On a le micro ambiant. Ensuite, nous avons... Ah bah là, on devrait avoir la lettre de notification, on va voir juste après. Nous avons ici, hop, donc le tiroir SIM, donc qui va permettre soit de mettre double SIM, soit SIM plus carte SD. Et en dessous, nous avons droit donc au jack, ainsi que donc le port USB Type C avec les 2 vis, le micro primaire et le haut-parleur. Donc là, ce qui est assez étonnant, c'est que ça y est, on n'a plus ce double haut-parleur qu'on avait avec un vrai haut-parleur et un faux. Là, c'est un seul haut-parleur et l'autre qui est la jack. Donc là, pour le coup, la jack revient en bas aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. Nous avons, et là, une partie intéressante, on va en reparler un petit peu après, donc le dos, donc avec ses antennes ici noires, on a le flash ici, on a le lecteur d'empreintes ici, et on va parler du double capteur photo. Là où sur le Nord 8, on avait un dos tout en vert, là on a un dos en métal avec ce double capteur, et ici il y a écrit Dual Lens, alors je sais pas si ça va se voir, on peut le voir ici comme ça. Dual Lens avec ce côté, en fait, on va pas le voir, mais je l'ai déjà vu, au-dessus et en dessous de Dual Lens, on va voir, c'est là où les antennes vont mieux passer le mieux, voilà, je suis arrivé. Et c'est là aussi où il y a le capteur laser qui va permettre de faire la mise au point beaucoup plus rapidement. En fait, on a pas mal de petites choses. Ce petit coin ici sert à beaucoup de choses et ça, c'est très très pratique pour capter le mieux les antennes et voilà, ce côté capteur laser. Donc c'est une petite ingéniosité, comme ça va pas l'air forcément beau, mais ce côté ingénieux où on va mettre du lens pour faire un petit remplissage avec dans la lignée d'ici de l'antenne, et en fait ça sert à d'autres choses, je trouve ça assez sympa. Bon, malheureusement, comme j'ai dit plus tôt, au niveau de la captation 4G, c'est un peu problématique, mais là c'est pas lié à l'appareil, malheureusement, c'est lié à autre chose. En tout cas, c'est un design, malheureusement, c'est un design qui, on va dire, est en soi assez banal, mais qui, comme à chaque fois, Honor arrive à garder sa propre identité. Ce côté double capteur avec le dual lens sur le côté, qui reprend un peu ce que faisait l'Honor 6 Plus à l'époque, puisqu'on n'a pas eu l'Honor V8, nous on a eu juste l'Honor 6 Plus. On a eu ça, le lecteur d'empreintes toujours au dos, bien évidemment, le flash qui est à part, les antennes qui sont juste droites comme ceci. Déjà, ça permet de le démarquer quand même de la concurrence. On n'a pas l'impression que c'est un iPhone. Donc pour ceux qui crient « Ah, c'est une copie de l'iPhone », non, il a quand même sa propre identité. Bien évidemment, ils s'en sont inspirés, ça se voit. Mais ça n'est pas au point où ils l'ont copié. C'est différent, ils s'en sont inspirés. Mais on peut voir quand même que c'est reconnaissable par rapport à un iPhone. Il y a quand même pas mal de différences. Sur la façade, pas grand chose à dire, puisque c'est une façade où il n'y a pas grand chose. On a juste Honor qui revient, donc ça c'est étrange. Hein. Ça c'est, je crois que déjà sur le Honor juste avant, le Honor V8, on avait aussi cette même chose, hein, ce Honor qui revenait en bas. Ce que je trouve une bonne chose aussi, puisque ça permet de mettre un petit peu de choses sur la façade avant qui était devenue trop sobre pour beaucoup trop de téléphones. Et ça c'est plutôt cool. Aussi au niveau de la prise en main, là où par exemple le MX6, je trouvais que la prise en main, même s'il faisait pas trop iPhone, la prise en main, elle faisait très très iPhone dans le sens où on sentait vraiment que ce côté arrondi faisait exactement la même chose qu'Apple et j'avais cette même sensation. Ici, ce qu'il y a de bien, donc c'est un smartphone qui est fin puisqu'il est dit qu'il a moins de 7 mm, donc quelque chose qui est revendiqué, donc en dessous de l'iPhone, etc. C'est 6,95 mm si je dis pas de bêtises, tout en ayant une batterie de 4000 mAh, donc ça c'est quelque chose qu'ils avaient mis en avant lors de la conférence, mais pour essayer de garder une prise en main qui reste acceptable dans le sens où on va pas se dire qu'il est en train de nous échapper ou qu'on n'a pas un assez bon grip sur le téléphone. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cassé un peu le côté arrondi. Je vais essayer de zoomer. Et en fait, on peut voir que, en fait, il y a une partie un peu plate sur, je sais pas si ça va bien se voir. En fait, il y a une partie un peu plate qu'on peut voir au niveau du bouton power. Et en fait, ils l'ont cassé comme ça. Donc, il y a vraiment, en fait, je sais pas si ça se voit vraiment bien. On peut voir vraiment au niveau de la lumière qu'il y a vraiment, là, on a une partie entourée, là on a la partie plate, tout ça, et là on a encore une partie entourée, et là après on a l'écran. Ce qui fait que c'est, au lieu d'avoir un côté tout arrondi, on va avoir ce côté un peu plat qui va permettre de se dire on l'a bien en main. Ça a l'air très bête comme ça, mais ça a vraiment son impact, puisque j'ai vraiment l'impression d'avoir une meilleure prise en main que le Meizu MX6, alors que pourtant le MX6 est plus épais. Ce qui fait que dans la prise en main ça se ressent, et puis aussi ça permet de casser un peu ce côté tout arrondi, un peu à l'iPhone. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre de plus? Au niveau du capteur d'empreinte, donc on peut voir, il fonctionne bien, hein, tant que j'y suis. On peut voir, hein, c'est immédiat. Moi qui utilise souvent donc l'appareil ici, en fait, quand on le prend à la main, en général, on déverrouille comme ça, et c'est
Enfin, pour moi, le prendre naturellement, j'y arrive sans problème. Donc sur un smartphone de 5.7 pouces, le fait d'arriver sans problème à l'atteindre, c'est plutôt une bonne chose. Et je peux même l'atteindre en fait, même avec le petit doigt ici en bas, sans trop de difficulté. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Sinon, bah après, c'est un design qui reste en soi dans l'ensemble pas très original. Il faut être honnête avec ça. Ça reste même assez basique, mais ça reste efficace. Puisque même si ça s'approche d'un iPhone, ça reste différent. Et ça, c'est ce que j'apprécie quand même, c'est que ça reste différent de ce qu'on trouve quand même, et on est toujours dans la limite de ce que propose Honor. La différence avec l'Honor 8, pour le coup, c'est qu'il est en métal, là où le Honor V8, lui, était déjà en métal. Donc c'est aussi la différence, c'est à prendre en compte. Nous, on l'a pas eu en France, et celui-là est arrivé en France un peu tardivement. Enfin, tardivement. On a l'Honor 9 qui est en train d'arriver, alors que le Honor 8 Pro est arrivé il y a pas si longtemps que ça, 1 ou 2 mois. Donc la différence entre les deux va être d'ailleurs assez faible. Et d'ailleurs, il va falloir choisir, est-ce que vous voulez une phablette ou non. Bah la phablette, ce sera le Honor 8 Pro. Et le Honor 9, bah, le truc un peu plus compact, puisque ça va être très très proche. Mais ça, on y reparlera sur la partie puissance. Donc en tout cas, pour moi, voilà, quelque chose qui reste efficace. Après, au niveau des rayures, je trouve quand même qu'il prend pas mal les rayures, hein. Je trouve qu'au niveau du traitement, en fait, je trouve qu'il y a pas, j'ai réussi à faire pas mal de petites rayures. J'en ai une aussi près de l'appareil, l'appareil photo, et aussi bah, à l'écran aussi j'en ai pas mal, donc attention, n'hésitez pas à mettre des protections parce que sinon bah, il va prendre très vite les marques du quotidien. Au niveau de la surcouche, donc là on se retrouve avec EMUI 5.1, la version actuelle c'est la B130 que j'ai installée il n'y a pas très très longtemps. On est sur du Android 7.0 et donc c'est une surcouche qui en soi est excellente, notamment sur la fluidité. Clairement avec le Kirin 960, il y a eu un très très gros effort de la part de la marque. On a droit avec 6 Go de RAM aussi, ça aide énormément. Mais clairement, si je veux lancer une application, c'est quasi instantané. Et c'est ça le gros point fort de ce système. C'est ce côté vraiment instantané tout simplement quand on lance quelque chose, ça s'ouvre tout de suite. Et c'est très impressionnant. C'est le côté le plus waouh de ce téléphone pour moi. C'est ce côté, j'ouvre une application, elle s'ouvre tout de suite. Comme vous pouvez voir, il n'y a quasiment pas de temps de chargement. La page Twitter, elle n'a pas mis de temps à se charger. C'est incroyable. Là, on n'a même pas eu du tout de temps. Ça se réouvre directement. Là, même le gestionnaire de page qui est assez lourd en soi, il va mettre plus de temps. Mais il est plus rapide que ce que j'ai l'habitude de voir. Donc ça, c'est vraiment par contre l'effet très waouh. Alors non, Messenger, ça c'est un peu plus personnel, on va éviter. Discord, par exemple, ici. Hop, on va l'ouvrir. C'est très rapide. C'est vraiment très très rapide. Et c'est ce qui pour moi fait la plus grosse force de ce téléphone. C'est ce côté, je lance extrêmement rapidement une application. C'est pour moi impressionnant. Je pense que les 6 Go de RAM sont réellement utilisés pour le coup. Et surtout, le processeur est extrêmement sollicité. C'est-à-dire qu'il est quasiment tout le temps à fond pour justement avoir ce côté extrêmement rapide. Et ce qui joue sur l'autonomie. Mais ce côté waouh du système qui répond au doigt et à l'œil comme ça, sur Android, c'est quand même pas très très répandu, pas à ce point-là en tout cas. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment très rapide. Même au niveau de la RAM, c'est extrêmement bien optimisé. Donc c'est vraiment excellent. J'ai pas de vrai point noir à dire sur ce téléphone, surtout avec EMUI 5 qui est vraiment excellent. Il y a eu un très très gros travail de la part de Huawei. Pour parler rapidement de la surcouche. Donc en gros, déjà ce qui est bien pour ceux qui aimeraient avoir la possibilité d'avoir un tiroir d'application, Huawei l'a intégré en natif. Donc ça c'est la bonne chose. Là forcément c'est en train de tout charger. C'est la bonne chose et ce qui fait que bah, vous allez pouvoir avoir le côté tiroir si ça vous plaît en fait tout simplement. Voilà, donc moi, bon, après, je vais revenir à mon petit truc à moi. Hop, ici. Donc déjà, voilà, première chose qui peut intéresser, je pense, pas mal de monde pour ceux qui aiment justement avoir un tiroir d'application. Vous avez la gestion des cartes SIM, puisque vous pouvez en changer deux. Gestion des flux des données, bon, ça d'accord. On a la NFC d'ailleurs pour ceux qui veulent savoir. On a deux petites fonctions spécifiques à Huawei qui est le Wi-Fi+, qui va permettre le passage intelligent Wi-Fi données mobiles, puisqu'on le sait parfois, la Wi-Fi, en fait, on va rester parfois connecté longtemps, même si on est loin de chez nous, de là où on est connecté, et ensuite ça va passer un peu tardivement à la 4G. Là, ce qui est bien, c'est qu'il va très vite savoir quand est-ce qu'il faut passer en 4G ou en Wi-Fi. Il va même en fait le détecter automatiquement, c'est-à-dire que quand vous allez sortir de chez vous, par rapport à l'antenne où vous êtes connecté, il va se dire « Ah, il est sur telle antenne, ok, je vais activer la Wi-Fi parce qu'il est bientôt près d'une borne Wi-Fi sur laquelle il se connecte régulièrement. » Ça, c'est le truc tout con, mais qui peut être assez sympa. Et c'est vrai que cette transition est assez
qui est quand même très très bien foutu, puisque là ça va enlever une fonction, bon bah je vais désactiver le Wi-Fi pour que ça consomme moins, etc. Là il va le faire automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui est sympa, mais ça peut consommer un peu plus de données. Moi je l'ai désactivé parce qu'au niveau autonomie, j'ai essayé, au final ça changeait pas grand chose, donc vous pouvez l'activer ou non, ça va pas changer grand chose. L'actualisation dynamique, donc là ça va être lorsque l'activer, votre téléphone met automatiquement à jour les paramètres de communication via réseau sans fil, Wi-Fi par défaut, pour améliorer les fonctions pertinentes de communication. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Actualisation automatique, mais je ne sais pas en fait. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Réellement, je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre d'intéressant? On a bien sûr donc tout ce qui est gestion du mode d'affichage. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a petit, moyen, large. Je crois qu'on avait autre chose. On avait donc le petit. Donc là, on peut même gérer la police. Donc là, on va rester quand même sur quelque chose de classique. Par contre, je me souviens que sur le mode d'affichage, on avait plus de choix. Avant, on avait très petit, petit, moyen, large, très large. Et ils ont remis quelque chose de plus classique avec la B130. On a le confort des yeux qui est toujours présent, donc qu'on peut gérer, mais qui manque de ce côté, un peu comme je l'avais déjà dit, de ce côté un peu rouge pour avoir un bon confort des yeux. La température de couleur, donc là qu'on peut choisir, donc ça c'est assez sympa pour avoir quelque chose qui nous permet d'avoir plus quelque chose qui nous correspond pour nous, mais ça reste, voilà, ça reste plus personnel. On a dans la partie son, je reparlerai, le mode DTS à désactiver absolument. Après, bien sûr, vous avez toute la gestion des sonneries, etc. À vous de voir. Notification et barre d'état. Donc là, on peut gérer les notifications. Donc, qu'est-ce qui s'affiche ou non, à quel endroit, à quel moment, est-ce que c'est en priorité, est-ce que ceci, est-ce que cela. Donc là, vous avez pas mal de choses. À vous de voir après ce qui vous intéresse, bien évidemment. Moi j'ai laissé par défaut, j'ai pas de souci par rapport à ça. On peut afficher le nom de l'opérateur ou non. On peut méthode de notification icône, numéro ou aucune. Il faut savoir qu'il y a une évolution. Au départ il y avait juste numéro ou aucune, donc c'est-à-dire le nombre de notifications et c'est tout. Ils ont remis les icônes entre temps, il le fallait. On peut afficher ou non la vitesse de réseau et bien sûr on peut activer ou non donc le niveau de batterie. On peut choisir ou en plus de ça dans l'icône à côté de l'icône ou pas du tout l'afficher. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Les touches de navigation que l'on peut inverser, pour ceux qui préfèrent le retour à droite. Moi, je suis devenu tellement habitué à ce qu'il soit à gauche que je ne préfère pas. Et vous avez ce côté aussi, la barre de notification peut être un peu haut. Donc vous avez cette touche-là qui va vous permettre de la faire descendre automatiquement. Ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs, je trouve. On a bien sûr tout ce qui est gestion de la partie empreinte digitale, donc déjà l'enregistrement, mais aussi pour pouvoir le descendre comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La prise d'appel, l'annulation d'alarme et visionnage de photos peuvent être en plus, mais l'intérêt est pour moi assez limité. Mais c'est surtout la descente de la barre de notification qui je trouve est très très intéressante. On a le bot gant qui va permettre d'avoir un tactile encore plus réactif. Déjà que je le trouve extrêmement réactif, là ça va être encore plus. On a un menu flottant pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc là on va pouvoir gérer en fait ici, donc si on veut faire un retour, ce genre de choses. Que je trouve pas réellement très très utile parce qu'on ne peut pas cacher en dessous. Contrôle par mouvement, donc retourner, soulever, mettre à l'oreille, capture intelligente. Donc là, utiliser les articulations du doigt. Donc ça pour les captures. Donc ça on peut faire ça par exemple. On a voilà, capture comme ça aussi. On a la partition d'écran. Donc là, dessiner une ligne en travers de l'écran avec l'articulation de votre doigt pour activer. Hop, ici. Alors, on va essayer. Alors, on va essayer pas dans les paramètres. Hop. Alors, le problème, c'est que parfois, il décide que non. Vous voyez, là, le problème, c'est que ça a l'air très sympa, hein, mais parfois, ça marche pas très très bien. Pour activer, utiliser un geste de l'articulation avec votre doigt dans l'application. Je comprends pas. Ah oui, d'accord, il faut être dans une application précise. Alors, on va essayer. Là, le problème, c'est qu'il rentre en conflit avec l'application. Donc là, on y est arrivé. Mais vous voyez, c'est pas forcément très très facile de le mettre en place. Hein. La petite chose, ah bah tiens, on a autre chose qui est en train d'apparaître. Hop, ici, on va le dégager. Donc on a aussi, si on va vers le haut ici, on va avoir toute la partie recherche. Ah non, vers le bas, pardon. Vers le bas, on peut rechercher, on a les suggestions d'applications. Ensuite, nous avons donc ne pas déranger, compte, etc., autorisation, mémoire et stockage. Donc là, on a tout d'un coup. On a 64 Go, ce qui est quand même super pratique aussi. On a application jumelle. Alors, c'est limité à WhatsApp et à Facebook. C'est un peu limité pour le coup. Mais ça va permettre de créer 2 applications Facebook si vous avez plusieurs comptes et pouvoir les gérer en parallèle. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, le fait que ce soit réservé qu'à WhatsApp et Facebook, pourquoi que ces deux-là?
On a aussi un mode simple pour ceux qui voudraient avoir un mode simple, mais bon, ce serait un peu du gâchis sur un téléphone de cette qualité. Bien sûr, sauvegarde et réinitialisation, transfert de données, etc. Bon, là, les trucs un peu plus moins utiles. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Après, on a tout ce qui est application. Application ici. Donc, l'application de fichiers, tout simplement, avec ce côté simple. Et après, on peut aller dans stockage local et gérer toutes les données. Nous avons l'horloge, la météo, calculatrice, enregistreur sonore, lampe torche, miroir, télécommande intelligente, donc pour pouvoir justement utiliser le capteur infrarouge, boussole, sauvegarde, téléchargement, plus de services donc au niveau de la SIM, boîte à outils SIM, email, contact, paramètres, Vmol, iCare, bloc-notes, agenda, santé, vidéo, iGame, donc là c'est les jeux qui sont proposés, et thème aussi si vous voulez changer. Alors le truc c'est que, non, ah oui donc là j'en ai une, mais ah bah là on n'a plus accès au magasin de thèmes. D'accord, bon bah on n'a plus accès que à ça. C'est sympa. Ah si voilà. Il faut forcément une SIM pour pouvoir accéder au thème, hein, je le rappelle, au magasin de thèmes. Mais sinon vous avez plusieurs thèmes ici. Donc là on a su par défaut. On en a un qui a un goût un peu plus douteux quand même, mais qui va permettre, voilà, ça va changer le fond d'écran, ça va changer les icônes, c'est ce genre de choses un petit peu. On peut regarder ici. Donc pareil, les icônes vont être un peu plus, bah là pour le coup classique Huawei. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? On a Echo qui va être un peu plus léger, voilà, ça peut être des petites choses, et bien sûr, après, on a le magasin de thèmes, hop, ici, non, c'est pas là, ici. Donc, le temps que ça charge, et on va avoir pas mal de petites choses ici. Donc là, vraiment, des icônes vraiment modifiées, donc ça peut être assez sympa, à vous de voir après. Ça reste assez léger, on n'est pas au point de MIUI, mais bon, ça fait le taf, surtout pour les icônes, et puis le fond d'écran, ça fait toujours son petit effet. Après, on a quelques applications partenaires. Donc là, on a Booking.com, Opera, TripAdvisor et Jaunt VR. Il faut savoir qu'on a le casque VR qui est inclus avec aussi donc l'appareil, enfin avec la boîte. Ça permet de tester rapidement. Vous avez du Gameloft, Asphalt Nitro, Dragon Mania, Kingdoms, Little Big City, Spider-Man et le top des jeux. Et derrière, vous avez tout ce qui est Google, donc Maps, etc. On a Google Duo maintenant qui est ajouté. Nous avons traduction. Alors, je sais pas s'il est de base. Non, il est pas de base. Agenda, horloge. Ça, c'est pas de base, mais on a fond d'écran. Ça, c'est pas de base. Mais par contre, jusqu'à message, tout ça, tout le reste, en fait, c'est présent. Et le Play Store, bien évidemment. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de la surcouche. On a la gestion du téléphone, donc nettoyer un peu tout ça. Hop, on va arrêter. Gestion des flux des données, filtre anti-spam, reste 84%, analyse virus, autorisation, gestion des bulles de notification qui est bien gérée maintenant, donc normalement vous n'avez pas y toucher, sauf si vous les bloquez, verrouillage des applications, nettoyage de l'écran de verrouillage, tout simplement. Donc voilà, une petite chose assez sympa. L'appareil photo, on y reviendra rapidement, je vous la montre rapidement, mais on y reviendra de toute façon sur la partie photo, qui au fur et à mesure des années s'est améliorée. Maintenant on a une appli appareil photo qui est assez simple d'utilisation et qui est assez agréable aussi, qui est assez simplifiée. Donc tout ça pour dire qu'on est sur une surcouche très sympa, qui est très facile d'utilisation et qui est extrêmement rapide, comme on l'a vu, hein, tout se lance très rapidement. C'est quand même le truc le plus impressionnant de cette surcouche. Avec les 6 Go de RAM aussi, il y a très peu de rechargement. C'est clairement une super... un truc absolument génial là-dessus, c'est vraiment, ça va lancer très très rapidement toutes les applis que vous voulez. On peut le voir ici, hein. Ça, à chaque fois, ça a répondu au doigt et à l'œil, au point où parfois on oublie même que c'est quand même pas très très répandu d'avoir des applications qui répondent aussi bien. Si j'aimerais bien ouvrir une application, par exemple le Play Store, hop, voilà, c'est extrêmement rapide. Donc voilà un petit peu sur cette surcouche qui, pour moi, s'améliore de mieux en mieux. Il reste le processeur derrière qu'il faudrait qu'il soit un peu plus économe, parce que là, en fait, avec tout ce que j'ai fait, comme il demande énormément de performance pour justement qu'il soit autant rapide, il devient assez chaud. Et ça, c'est l'un des plus gros problèmes de l'appareil, mais ça, on y reviendra après. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Au niveau de l'écran, donc là on est sur un écran 2K, un écran donc qui est en 5.7 pouces, c'est du IPS et c'est donc du 2560 x 1440p, donc une grosse résolution, quelque chose qui pourtant chez Huawei n'est pas très très intelligent. Pour eux, hein, ils trouvent que c'est pas forcément très utile, mais bon, pour le marketing forcément c'est assez vendeur. Donc un écran qui je trouve est très joli, mais par contre assez saturé de base, c'est un petit peu la chose. C'est saturé mais à peu près dans toutes les couleurs. Donc ce qui fait qu'au moins il n'y a pas de choses qui ressortent beaucoup plus que l'autre, c'est tout un petit peu saturé.
Ce qui fait que forcément, ceux qui aiment bien les écrans neutres, bah, on n'aura pas la possibilité de mettre en mode neutre. La seule possibilité, c'est de gérer la température de couleur ici, mais ce sera tout. Après, on a quand même donc le confort des yeux qui est présent. Donc il peut être plus ou moins chaud, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il va pas vers les rouges. Et surtout aussi, il est extrêmement lumineux. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très très bien. C'est qu'il est au minimum, il est quand même très peu lumineux, donc c'est bien le soir. Et extrêmement lumineux, donc dans la journée, il est très visible. Donc ça, c'est vraiment la bonne chose. Et je crois même qu'il s'adapte selon s'il y a du soleil. Il s'adapte en fait pour être encore plus visible quand il y a du soleil. Donc ça c'est la vraie bonne chose. La 2K permet aussi que ce soit un écran très très fin. Donc pour ceux qui sont assez à cheval sur le fait que ce soit du 2K parce que ça coûte maintenant 600 balles, bon même si je trouve que c'est une fausse guerre, mais ça reste personnel, eh bien au moins ils seront pas déçus puisque là on aura de la 2K, ce sera très fin. C'est très joli, c'est juste un peu saturé. C'est surtout le plus gros problème. Après au niveau des angles de vision, donc c'est plutôt pas mal même si on perd en luminosité quand on commence à le pencher, quand on peut le voir. Ça reste beaucoup moins lumineux, mais néanmoins ça reste lisible. On est sur un écran qui est vraiment très bien, que j'apprécie beaucoup. Même au niveau du rendu, je le trouve très agréable. Mais après, reste juste que, voilà, c'est un peu trop, c'est un peu trop pétant. Enfin, un peu trop pétant. Ça reste pas, c'est pas non plus horrible. On n'est pas comme les Galaxy S avec le mode, je sais plus comment ils appellent ça, mode dynamique. Là, c'est pas à ce point-là. C'est un peu saturé parce que ça fait un peu waouh, mais c'est pas non plus abusé. Clairement, on n'est pas à ce point-là. Donc ça reste assez correct. Malheureusement, on peut pas le corriger, on n'a pas un mode neutre. Et ça, c'est le plus gros problème, je trouve. L'autre problème, c'est aussi sur le traitement du verre. Alors normalement aussi, sur celui-là aussi, c'est du Gorilla Glass 3. Je comprends pas pourquoi ils se mettent pas au Gorilla Glass 4, qui est beaucoup plus résistant, puisqu'il aura tendance facilement à prendre des coups. Et j'en ai déjà sur celui-là. Et ce qui fait que c'est assez dommage. Et je trouve que pour surtout un écran comme ça, surtout qu'il n'y a pas de protection réelle derrière, il n'y a pas de protection qui est donnée derrière, clairement, l'écran, il va vite se rayer. Et donc ça, c'est le côté dommage. Au niveau du son, donc là, on est sur quelque chose donc une solution maison du côté de Huawei, et ce qui fait que c'est pas exceptionnel. Autant être honnête, hop, ici, le plus gros souci en fait de cette puce, c'est que on est sur quelque chose de maison, donc ça c'est plutôt bien du côté de Huawei puisqu'ils font leur propre solution maison pour la puce son. Mais par contre, elle est pas aussi bien que ce que propose par exemple Qualcomm avec le Snapdragon 820 et maintenant même le 635, et ça, sans l'avoir testé, je suis sûr que ce sera moins bon. On est sur quelque chose qui est pour moi une bonne génération en retard. Ce qui fait qu'on est sur quelque chose de très correct, mais qui ne vaut pas ce que propose Qualcomm. Et même on est au niveau à peu près du Helio X20, voire un peu en dessous en termes de détails, en termes de gestion de la stéréo, on est un peu en dessous. Ce qui fait que voilà, on est sur une puce un peu moyenne, elle reste assez correcte en termes de détails, etc. Mais on est sur quelque chose qui est moins poussé que ce que propose la puce du Snapdragon 820. C'était déjà le cas avec le Mate 9, c'est le cas pareil ici. Ça reste propre et ça se débrouille plutôt bien, mais du côté de la jack, on n'est pas... Par rapport à la concurrence, on est en dessous. On est clairement en dessous. Ce que propose Sony ou HTC, ce sera forcément moins bon. Donc là, c'est le côté un peu dommage par contre de cette puce son. Il faudra vraiment que Huawei travaille là-dessus pour avoir une puce son qui soit vraiment plus haut de gamme pour le coup et plus adaptée à la gamme en question. Côté haut-parleur aussi, là on est sur un seul haut-parleur. Donc voilà, là on peut voir que c'est quand même pas dégueu, c'est très puissant. Je trouve même que c'est mieux que ce que propose le Mate 9 avec le double haut-parleur, surtout quand on augmentait le volume vraiment vers la fin, ça avait tendance à juste avoir un effet dégueulasse. Là ce qui est bien, c'est qu'ils se sont contentés juste d'un seul haut-parleur comme ça, ce qui fait que le rendu est quand même plus sympa, il est quand même assez puissant, il est même vraiment puissant je trouve, pour surtout un haut-parleur qui en soi n'a pas l'air très très gros, hein, comme on peut le voir ici, mais on peut entendre que c'est quand même assez puissant. On l'a entendu, la batterie, on a quand même un kick assez puissant, ce qui fait que c'est plutôt pas mal, c'est assez équilibré. On a forcément, dans les médiums, c'est surtout ça qui va primer, mais les basses sont un peu présentes et ça, c'est quand même assez agréable. On va réécouter un petit coup, mais...
Donc en plus de ça, c'est assez compréhensible, mais c'est vraiment pas mal. J'étais quand même assez étonné. Il est quand même assez puissant par rapport à la concurrence. Il s'en sort plutôt bien. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire. Il reste encore à faire des efforts dans l'ensemble. C'est correct, mais peut mieux faire. Au niveau de l'appareil photo, donc là on est sur le même appareil photo que ce qu'il y a sur le Honor 8, mais c'est surtout, comme ils nous disent, que c'est surtout une des améliorations logicielles. Alors malheureusement j'ai plus le Honor 8, j'ai pas pu le récupérer depuis que je l'ai cassé et ça c'est bien dommage. Mais par exemple ici de nuit déjà il y a réellement une bonne amélioration et ce qui fait que là ici donc on est sur donc là c'était un spectacle son et lumière à Chartres et de nuit bon on peut voir que ça se débrouille plutôt pas mal. On va voir un peu plus loin ici, donc là c'est un peu moins lumineux, mais donc il y a un peu plus de grains, mais ça s'en sort quand même pas trop mal. Il arrive à restituer pas mal de petites choses, donc je trouve ça assez correct. Si on va parler un peu plus loin, on va aller chercher sur ici, par exemple, je ne sais pas, on va aller, tiens, on va montrer des fleurs. Parce que ça c'est bien mon petit dada. Ce qui est bien c'est que par rapport au Nord 8 ils se sont un peu calmés sur la saturation des couleurs, c'est toujours présent mais moins. Et on sent clairement quand même qu'il y a eu une montée en gamme au niveau des détails, au niveau du détourage. Il y a clairement une hausse de la qualité. Il y a clairement, on sent vraiment qu'ils ont mieux maîtrisé le capteur et que on a quand même pas mal de détails. Ça se déroule plutôt bien et on sent que la partie logicielle pour le coup a fait un bon travail, beaucoup plus que le Nord 8 et je le trouve même pour moi surtout de souvenir, pour moi, je le trouve même meilleur que ce que propose le Mate 9. Par contre, on n'a pas de stabilisateur optique, alors là, ça va pas forcément se voir, mais j'ai envie de montrer la vidéo, mais on peut voir que ça bouge un petit peu quand même. Donc en 4K, on a seulement une stabilisation numérique en 1080p, mais c'est une stabilisation numérique, mais en optique, on n'en aura pas du tout. Donc ça, pour ceux qui sont un peu pointilleux sur la vidéo, bah, vous serez malheureusement déçus. Par contre, en termes de détails, on est quand même plutôt pas mal. Hein. Si je zoome ici, on va voir quand même pas mal de détails. Je trouve vraiment pas mal. Vous avez l'album dans la description. Il se débrouille plutôt bien. Je trouve que le rendu des couleurs est vraiment bon. On a un beau rendu de la scène en global. On a toujours ce système où on va pouvoir gérer ici cette différence de focus. Et qui est aussi, je trouve, ils ont bien amélioré, on a moins d'artefacts. Ici, on en aura encore, mais moins qu'avant. Hop, ici. Si, alors, on va faire ici pour bien le voir, parce que là, comme il y a des cheveux très sympas. Hop, ici, on va essayer, on va voir ce qu'il nous met. Ça a l'air d'être un peu plus propre quand même. Qu'est-ce que j'aurais d'autre? Bah, ici. On voit que au niveau de la partie logicielle, ici, hop, on peut voir qu'au niveau des artefacts, ça reste très léger. Hein. On en a très très peu. Il y en a juste un petit peu là, mais c'est beaucoup mieux géré qu'avant. Avant, ça avait tendance, avec mes cheveux, ça avait tendance très vite à partir en n'importe comment. Donc ça, c'est la bonne chose. Au niveau de l'application photo, il n'y a pas eu de grand chose de différent. On a toujours plus de modes, hein, donc photo pro, vidéo pro. On a le mode monochrome qui est bien présent cette fois-ci. Le HDR 3D Creator, qui lui permet en fait de faire tout simplement, donc en fait, hop, bah là je pourrais pas le faire, mais en gros, voilà, un visage en 3D comme il le montre bien. On a du light painting, du time-lapse, ralenti, donc là ça va vraiment être adapté. Filigrane, note audio, scan de documents, gourmet, filtre, tout simplement, bon, classique. Si on va en mode vidéo, on a un mode vidéo qui est assez sympa et que j'ai pas fait en vidéo, donc on va le faire là rapidement. Donc on a toujours ce qu'il y a de classique et normalement on en a un qui est où? Ah, il est là. En fait, on a le mode grande ouverture qu'on a dans l'appareil photo. Ils ont décidé aussi que bah, ce serait peut-être cool de le faire aussi en vidéo. Donc, c'est que en 720p par contre. Donc, on peut le voir là, c'est que en 720p. Mais en fait, on va pouvoir gérer en fait l'ouverture et avoir cet effet comme ce qu'on a sur, hop, ici. Sur tout simplement hop, je sais pas du tout si ça va se voir ici, mais normalement, je l'avais fait, je sais que je l'avais fait à la soirée, ça se voyait. Après, le problème, c'est que voilà, on n'a pas la stabilisation qui est activée, donc là, vous ne le voyez pas. Mais en gros, on va avoir ce côté flou qui va être présent aussi. On va essayer comme ceci. On va essayer, hop.
Et après, bon, le résultat, en 720p, forcément, on va être un peu limité en termes de détails, mais ça peut avoir son petit effet. Après, ça reste encore quelque chose qui, pour moi, est un peu expérimental quand je l'avais vraiment testé, puisque au niveau des artefacts, au niveau des petites choses, c'était pas encore parfait. Le côté 720p, on sent que ça doit beaucoup pomper, mais néanmoins, ça existe. Ça permet de s'éclater un petit peu, de tester un petit peu. Ça peut faire quelques beaux plans. Je pense qu'on a moyen de faire des beaux plans dessus, mais je ne suis pas assez bon dans ce domaine pour ça. On a toujours tout ce qui est mode beauté, et donc à l'arrière, nous avons, hop, ici, juste pour revérifier. D'ailleurs, un capteur arrière qui est assez bon aussi, donc de 8 mégapixels. Donc déjà, on a du grand angle comme d'habitude, mais en plus de ça, la qualité est plutôt bonne. Hop, ici. On a une bonne qualité, franchement, même là, c'est pas super bien éclairé, il a pas mal de détails. Donc clairement, il se défend vraiment pas mal de ce point de vue-là en termes de photos. L'amélioration logicielle des capteurs a permis vraiment de faire un bond en avant sur la partie photo. Et je le trouve même, comme je l'ai dit tout à l'heure, meilleur que le Mate 9, alors que pourtant, le Mate 9 est censé être lui meilleur. Comme quoi, parfois, c'est juste en faisant du travail logiciel qu'on arrive à faire des bonnes choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer dernièrement? Même de nuit, je trouve que c'était un peu mieux. C'est pas non plus incroyable, mais avec le défaut sur lequel il part, il s'en sort pas si mal que ça. Je vais essayer de retrouver ici. Là, on a quelques... Ouais, j'avais pris à l'arrache. Ici, donc, le petit train, etc. On peut voir quand même qu'il y a pas mal de détails. De toute façon, vous avez tout dans l'album. Il y a pas mal de détails, c'est plus que je pense que ce que j'aurais fait avec l'Honor 9. J'aurais pas pu, l'Honor 9, le Mate 9, j'aurais pas pu, je pense, faire mieux que ça. Après, forcément, c'est de nuit, là, c'est pas très éclairé encore, donc ce qui fait qu'il y a certains endroits très sombres où clairement on sent la perte de détails. Là, on peut voir clairement en fait, mais il y a une gestion logicielle. Bon, là, clairement, on dirait que ça a été peint, mais selon l'endroit, en fait, ça s'en sort pas si mal que ça au final. Donc, un bon travail côté photo de la part de Honor. C'est pas que du bullshit qu'ils nous ont sorti en disant ouais, on a fait d'amélioration, mais en fait, c'est naze. Là, pour le coup, ils ont fait quand même une bonne amélioration, et ce qui fait que de nuit, c'est mieux qu'avant. C'est quand même mieux qu'avant. C'est pas parfait, hein, il y a quand même encore, de toute façon, matériellement, il y a quand même un retard là-dessus par rapport à la concurrence, mais c'est un peu mieux qu'avant. Bon, maintenant j'ai fait plein d'éloges sur ce téléphone, il fallait bien que je trouve un défaut. Et un défaut qui, moi, aujourd'hui, après être passé derrière le Moto Z Play, il fait encore plus mal que d'habitude. C'est-à-dire qu'on a une batterie de 4000 mAh, on a quand même de la charge rapide, mais qui est assez lente parce qu'on en est sur une batterie de 4000 mAh, donc c'est long. Ce qui fait que ça aurait été bien d'avoir le même que celui que le Mate 9, mais je pense que ça aurait été compliqué. Et donc avec le K960, il y a un gros problème de consommation. Déjà relevé sur le Mate 9, mais c'est le même cas aujourd'hui avec ce Honor 8 Pro, et surtout qu'en plus de ça, on a l'écran 2K qui améliore rien du tout. En gros, ma meilleure autonomie avec ce téléphone, c'est 5h45. Ça fait pas beaucoup. Sur YouTube, il a fait 5h30. Ça fait pas beaucoup pour une batterie de 4000 mAh, surtout en faisant juste du YouTube. Et le pire, c'est quand il y a eu grand soleil, alors là, ça a été encore pire, puisque là, je suis descendu à 4 heures, hein, pour mon triste record est de 4 heures, donc c'est-à-dire que ça a quand même bouffé 1000 mAh par heure, c'est énorme. Donc là, clairement, Huawei s'est complètement foiré. Enfin, je sais pas si ils se sont foirés ou si c'est fait exprès. Dans le sens où, pour moi, l'autonomie... Dans la conception du processeur de chez Huawei, l'autonomie n'a pas fait partie des priorités, et clairement ça se ressent, puisque là actuellement il chauffe avec ce que je fais en termes de test, c'est pas non plus incroyable, et là il chauffe vraiment, c'est-à-dire que tout le long il a chauffé. Tout est axé sur les performances, dans le sens où, on l'a vu dans la surcouche, il était très rapide et je l'avais déjà expliqué. Ce qui fait que forcément ça va consommer beaucoup, puisqu'il va très vite consommer, demander au gros cœur, je vais le redire encore, de dire bon voilà, active-toi, il faut que tu mettes performance max. Et la batterie se vide très vite, et là où on devrait atteindre jusqu'à 8 heures écran allumé, on devrait faire normalement, on devrait faire entre 8 heures et 5 heures si c'était bien optimisé pour pas que ça consomme trop non plus. Sauf que c'est pas le cas du tout. Et aujourd'hui, on fait au mieux 6 heures. 6 heures en gros, 6 heures, certains arrivent à faire plus, je ne sais pas comment. Je ne sais pas, j'ai essayé le mode économie d'énergie, j'ai essayé en plus de ça, on a une partie logicielle dans batterie qui nous permet de faire descendre l'écran de manière logicielle à 1080p. Ça ne change strictement à rien malheureusement, et c'est agaçant. Parce qu'on n'a rien pour pouvoir améliorer l'autonomie du téléphone. Tout est vraiment fait dans la performance, au point où il a tendance à chauffer de façon continue tout le temps. Et résultat, l'autonomie, malgré les 4000 mAh, reste aussi bien que par exemple le Honor 8. Qui a une batterie de 3000 mAh, qui est quasiment aussi rapide,
qui reste assez rapide, hein. Il est moins rapide quand même, mais qui est rapide. Il fait 2 fois moins que le Moto Z Play qui a une batterie de 3500 mAh. Mon Zug Z2 qui fait 3000 mAh, il fait même une meilleure autonomie avec 3500 et un Snapdragon 820 qui a tendance quand même à consommer aussi. Il arrive même à faire moins bien que le S7 Edge que j'avais pas tant aimé que ça au niveau autonomie. Donc clairement pour moi il y a un gros problème à l'heure actuelle avec Huawei. Alors je sais pas si c'est un parti pris, je sais pas du tout, mais quand on nous annonce une grosse batterie de 4000 mAh, on se dit chouette, il va y avoir une grosse autonomie derrière. Là pour le coup c'est pas du tout le cas et c'est décevant. C'est clairement décevant et moi je trouve que l'autonomie est moyenne. Elle est moyenne pour l'autonomie qu'on a dans l'ensemble, donc ne m'insultez pas tout de suite s'il vous plaît. Par contre, par rapport à ce qu'on est censé s'attendre d'une batterie aussi grosse, avec normalement une gestion de processeur qui doit être correcte, on est censé atteindre facilement les 7 à 8 heures écran allumé. Même le Mate 9, j'ai rarement atteint les 7 heures. Là, on est encore moins. Moi, je trouve ça pas normal. Je sais que j'ai beaucoup de réseaux sociaux, etc. Mais je suis quand même censé faire plus et je fais plus avec des smartphones qui ont des moins grosses batteries et qui sont parfois même moins optimisés parce que ils sont moins chers aussi. Donc là pour moi c'est là où c'est la grosse déception de ce téléphone. C'est le point noir même de ce téléphone parce que faire 4 à 5h30 avec une batterie de 4000 mAh, qui a un écran de 2K ou pas, qui a un gros processeur ou pas, c'est qu'il y a quand même un gros problème de consommation, de gestion, de conception autour du processeur, autour du SoC, et ce qui fait que je suis très déçu de l'autonomie. Je m'y attendais, mais je suis déçu quand même. C'est un peu ça l'idée. J'aurais préféré, j'aurais aimé mieux, mais faire 6 heures au mieux, c'est... je veux dire, l'année dernière, le Mate 8 faisait 8 heures sans sourcil, et encore, il n'était pas super bien optimisé. Il y avait le Meizu Pro 5 qui, avec 3000 mAh, faisait 8 heures aussi. J'ai fait le A5 2017, alors certes c'est pas la même gamme, c'est pas la même puissance, mais lui il fait avec 3000 mAh, il fait 8 à 9 heures écran allumé. Là c'est décevant. C'est décevant parce que je sais que j'ai 4000 mAh de batterie et je vois la batterie fondre à vue d'œil et elle fond quasiment aussi rapidement que si on était en jeu. C'est ça qui est le pire en fait. C'est que vous faites du jeu ou que vous ne faites que du Facebook, la batterie part exactement pareil. C'est un truc incroyable. Ce qui fait que vous savez que vous faites 5 heures, que vous soyez sur des gros jeux, du Modern Combat, etc. ou que vous soyez en train de regarder un truc Facebook. C'est là où pour moi il y a un problème. Après, c'est pour ça, je pense, derrière qu'il est extrêmement fluide. Hein. C'est que derrière, tout est fait pour que ce soit le plus fluide possible. Donc, maximum, on met tout dans le processeur, on met toute la puissance disponible, quitte à ce que ça nique l'autonomie, puisque de toute façon, on a une batterie de 4000 mAh. Donc, au pire, ce serait une autonomie moyenne. La plupart des gens seront contents. Mais ceux qui l'ont acheté en se disant 4000 mAh, ça va me tenir toute la journée, très facilement, en fait, non. Non, ça fera même pas mieux qu'un S7 Edge. Donc là-dessus, j'espère que ça changera sur la prochaine version du Kirin, le prochain processeur. Mais c'est ce qui me fait peur, même d'ailleurs avec l'Honor 9. Donc maintenant on passe au benchmark avec Geekbench, donc il va nous permettre de voir un peu la puissance. Alors pour rappel, le processeur c'est un Kirin 960, donc c'est un 4 coeurs Cortex A53 à 1,8 GHz et 4 coeurs Cortex A73 à 2,4 GHz si ma mémoire est bonne. Donc en gros des Cortex A73, l'avantage par rapport au Cortex A72, dans la théorie en tout cas, c'est d'être donc 10% plus performant et 10% moins économe, donc plus économe justement, mais là il se passe quelques problèmes là-dessus et comme j'en ai parlé juste avant avec l'autonomie, il consomme beaucoup. D'ailleurs, d'après Advantech, il consomme 43 plus que le Kirin 950 qui avait pourtant des Cortex A72, ce qui est assez étrange, sachant qu'il est toujours gravé en 16 nanomètres, ce qui fait que par rapport au Galaxy S8 ou encore, tout ce qui est Exynos ou Helio X30 ou encore Snapdragon 835, il a une génération de retard puisque celui-là est gravé en 16 nanomètres comme le Kirin 950. Mais passons tout de suite au score, c'est un peu le truc le plus intéressant. Il faut savoir quand même qu'il est quand même, malgré la différence de gravure, il est quand même à fond en termes de benchmark, il fait 6600 en termes de multicœur, donc autant que le Snapdragon 835 ou l'Exynos 8895 du S8.
Donc là-dessus, c'est un excellent score. On peut voir, donc j'ai fait mon petit test pour voir s'il tient la charge sur plusieurs choses. Donc de 20h18 jusqu'à les 21h12. Donc là, on est... Alors là, j'avais plus de batterie. 21h, on perd seulement 400 points, voire 3, même pas, à peu près 350 points. Ce qui en soit un très très bon score. Hein. C'est-à-dire qu'il perd quasiment pas. Par contre, l'appareil après devient très chaud. Bon, ce qui est logique aussi. Ensuite, alors pour savoir en plus de ça, à partir de 15%, il coupe les gros cœurs pour avoir que les petits cœurs. Et ce qui fait qu'on peut voir le score des petits cœurs au passage, ça fait plaisir, puisqu'il fait le 983 et 2194 pour le 4 cœurs, ce qui est déjà un bon score hein, pour du Cortex à 53, pardon. Et à savoir que, partant de grande chaleur, lors du mercredi de la grande canicule que nous avons eu ce printemps, pour ceux qui, voilà, donc le 22 juin 2017, pour ceux qui se rappellent, où il faisait très très chaud, donc là, l'appareil était carrément brûlant. J'étais dans le train en 4G, donc je peux vous dire qu'en plus de ça, le passage des antennes aidait énormément à ce que l'appareil chauffe encore plus. Il était tellement brûlant d'ailleurs que toucher le dos, bah on pouvait le toucher quelques secondes, mais c'était vraiment brûlant. J'en avais fait même un tweet, il était vraiment, enfin à la limite de, enfin on pouvait pas le tenir comme ça sur la partie plate tellement il était chaud. Après, je rappelle qu'il faisait extrêmement chaud ce jour-là, ça aide pas beaucoup les smartphones, surtout en étant en 4G, dehors avec le soleil qui tape sur le smartphone. Donc résultat, on fait quand même donc 4000 points, hein, donc il perd quand même il perd 2000 points, mais là on s'était vraiment, il devait faire, je sais pas, l'appareil il devait être facilement à 60 degrés avec l'ensemble, donc ce qui fait que ça s'effondre pas totalement, il reste quand même assez puissant, hein, mais on peut voir là ce qui peut se passer quand il est vraiment en très très grosse chaleur, en difficulté clairement, et qu'il doit activer ses sécurités pour pas que tout pète tout simplement à l'intérieur. Là, on n'aura pas les scores du Galaxy S8 malheureusement, mais même on peut voir la différence par rapport à cette Edge. On fait quand même 1000 points de plus. Sachant que là, c'est au moment où il était le plus... au bout d'une heure à peu près de bench. Donc, ce qui fait que c'est un excellent score pour le coup, c'est un très très bon score. Donc, il est aussi bien sur cette partie-là que la concurrence. On se retrouve maintenant sur Geekbench, donc avec le test classique de la partie autonomie aussi de la partie performance. Donc il faut savoir que là, contrairement au Mate 9, on est sur un écran qui est 2K hein, pour rappel, ce qui fait que forcément il va consommer plus que le Mate 9. Avec le Mate 9, on avait à peu près 1000 de frames si je me souviens bien en performance. Là, on commence à 700 et forcément il chauffe un petit peu, il perd en performance. Là où le Mate 9 c'est 1300 et il tombait à 1000. Là on passe de 760 à 692, donc c'est une petite perte pour le coup, c'est moins que le Mate 9 je crois, et il y a même une remontée à 700, donc une fois qu'il était à chaud, le temps qui refroidisse, hein, parce qu'il était un peu moins chaud. On perd par contre pas mal en autonomie, puisqu'on perd de 94 à 77, donc là ça fait, selon mes calculs, 17%, ce qui fait que ça fait quand même pas mal, hein. Là on perd 17%, ça fait beaucoup, je me souviens pas que ça faisait autant, ce qui fait qu'on est à peu près à 3 heures d'autonomie, ce qui fait que ça consomme beaucoup, en 3 heures avec du 4000 mAh, ça fait vraiment pas beaucoup. On va comparer un petit peu par rapport à ce qu'on a d'autres ici. Alors, 652, sachant qu'on est en 2K, on va essayer de trouver autre chose. Bah, par exemple, le S8 Plus, qui lui est avec cette version Adreno 540, donc la version 835. Ici, on va aller chercher directement ici. Donc là, en termes de performance, donc en gros, on est 11% moins performance, sachant qu'on est que sur un Mali G71 MP8. Normalement là-dessus d'ailleurs justement le Snapdragon 835 est censé être beaucoup plus performant et je crois que ça peut atteindre les limites et là le Mali juste en MP8 eh bien on est sur un score qui est très proche au final et au niveau de l'autonomie par contre là l'écart se creuse un peu plus puisque là on est à 218 minutes donc là, on est à 3h30 à peu près, sachant qu'il a une batterie de 3600 mAh et qu'on a un écran qui consomme un peu moins parce que c'est de l'AMOLED, mais il a plus de choses à afficher. Donc ça se voit à peu près, mais ça veut dire quand même qu'il consomme plus globalement que le S8 Plus. On va voir autre chose, le HTC U Ultra, je ne sais plus. C'est le U Ultra, je crois, qui coûte extrêmement cher. Lui, il est avec un Snapdragon 835 aussi, mais en 1080, en 2K aussi, pardon. Et là, on est sur quelque chose de différent. Par contre, l'autonomie est bien meilleure. Donc, je ne sais plus quelles sont les caractéristiques du HTC, sachant que je sais que j'en ne testerai malheureusement jamais. On va regarder autre chose. Là, on est à 825 frames. Pour quelle raison ?
Non, c'est pas en 1080p, mais il fait de meilleurs scores, là. Ah oui, alors là, on est sur le Mali, pardon. On est sur le Exynos 8895 qui utilise un Mali G71 MP20. Alors, du MP20, sachant que réellement, en fait, sur le benchmark, ça se remarque pas forcément, puisque avec le MP20, on gagne que 26% de plus. Donc, il y a 12 cœurs en plus, plus de 50% de plus, et pourtant, on ne gagne que 26%. Et l'autonomie, elle est un petit peu mieux avec 11%. Donc là-dessus, le fait qu'il soit gravé aussi en 10 nanomètres, c'est ça aussi la différence. En 10 nanomètres, comme le 835 d'ailleurs, bah, la différence en termes d'autonomie en jeu n'est pas extrêmement différente. Là, on peut voir justement le score par rapport ici au Mate 9. L'autonomie est à peu près la même, donc, sachant qu'on avait du 4000. Donc le 1080p n'a pas réellement changé la donne. Par contre, au niveau des performances, là en 74%, forcément, 652 1141. Donc là, on est sur quelque chose qui est forcément différent. Mais après, on peut passer l'appareil en 1080p, ce qui est une bonne chose. On va regarder, est-ce qu'on a autre chose d'intéressant. Après, on est déjà sur quelque chose qui est très très bien en termes de score. Mais voilà, on est là vraiment sur l'autre gamme de toute façon. Donc en fait vraiment sur la partie graphique etc, il n'y a pas de souci. C'est vraiment le 16 nanomètres où là ça va faire un peu plus que le 10 nanomètres normalement. Mais en termes de performance pure, il n'y aura aucun problème de ce point de vue là. Là on a le Pro 3 qui lui doit être un Snapdragon 820 pour le coup. Et comme il est en 1080p forcément il fait plus de frames. Et l'autonomie aussi meilleure. Le Mi Note 2 est en 821 aussi. Donc lui il fait un meilleur score, 1275. Donc comme le Mate 9, je crois qu'il est en 2K lui. Et ici l'autonomie elle est de 410 minutes, donc bien meilleure aussi. On a alors le Mi Mix lui, ce qui est bien, c'est qu'il a un écran qui est en 1080p, donc c'est un peu, ça peut aller. Par contre, il a une batterie de 4000 mAh avec le Snapdragon 820, et lui, par contre, au niveau de l'autonomie, c'est carrément meilleur. Et en termes de performance aussi, donc comme quoi le 820, bah, il reste bien, mais il reste très bien. Le Zug Z2 Pro, lui, alors lui, il est avec une batterie de 3000 mAh avec un écran AMOLED en 1080p et Snapdragon 820, et il fait quand même aussi à peu près autant. Donc il fait autant, hein, c'est ça qu'il faut se rendre compte, il fait autant en autonomie qu'un Snapdragon 820 avec un écran AMOLED et surtout une batterie de 3000 mAh quoi. Donc c'est là où c'est le truc un peu qui tue. Et donc en termes de performance, il fait en plus 2 fois mieux. Donc c'est là où le bas blesse un petit peu, je trouve, du côté justement de... J'arrivais du côté en fait du... Hop, ici, de Mister Kirin 960. On va regarder le dernier, le Mi 6, avec une batterie de un peu plus de 3000 mAh, si mes souvenirs sont bons. Donc après, à vous de voir. Là, on fait un score, vu que c'est en 1080p, de 1700 frames. Donc c'est autant que le 820, en fait. Alors que là, voilà, il fait vraiment plus, hein, 2,54. Et en autonomie, il fait beaucoup mieux, alors qu'il a une batterie inférieure. Bon, aussi l'écran, qui est à 294 minutes, donc 300 minutes quasiment. Donc ce qui fait du 5 heures. Là, ça pique. Et là, on peut voir la vraie différence quand c'est bien maîtrisé en termes de ressources. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Clairement, voilà, le problème, c'est que là, on se retrouve... Et là, on a le OnePlus 5 ici, donc là, qui fait mieux en autonomie. Là, il consomme à mort. Là, on a en gros le processeur, le Snapdragon 835, pas bridé du tout, avec un score qui est 3 fois meilleur, avec un écran 1080p. Donc à remettre en gros, vous le divisez par 2 à peu près, donc un peu moins de 2 fois meilleur. Donc là, 2211, on devrait être 1100 si c'était en 2K. Et par contre, l'autonomie, elle, ça consomme plus. Là, on a 30% de plus. Comme quoi... Là, il a réussi à faire mieux, sachant que le OnePlus 5, lui, est avec une batterie de 3300 mAh à retenir. Voilà un petit peu pour cette partie. Je mets beaucoup sur les benches, mais c'est un processeur qui, pour le coup, m'intéresse beaucoup, notamment sur, justement, entre les performances et surtout la consommation. Au niveau des scores sur la partie mémoire interne, donc là on est sur normalement une mémoire qui est en UFS 2.1, comme on peut voir les scores extrêmement hauts sur cette fiche là, donc 813 mégabits par seconde, 148, et donc là en random read, donc lecture aléatoire et écriture, on est aussi sur un très très gros score. Là, on est sur un score qui est bizarrement un peu moins haut, à 568 mégabits par seconde au lieu de 800. C'est un peu plus bas. Après, on a le séquentiel qui est quand même à 154, donc je crois que c'est aussi bien que là, 148, donc là c'est bon. C'est juste sur la lecture où c'est un peu particulier. On a la lecture aléatoire qui est à 162, ce qui est très haut, et l'écriture aléatoire qui est à 128, ce qui est très haut aussi. Il faut savoir que par exemple le MC 5.1
2.1 sur l'aléatoire, c'est 20 à 30 mégabits par seconde. Avec l'UFS 2.0, on était plus à 70-100. Là, on est à 150-130, ce qui est vraiment un excellent score. Mais vraiment, vraiment. Là, on est sur quelque chose de très très haut ici. On peut voir par contre ça a baissé un petit peu en termes de lecture, j'étais à 173 et là je suis à 559. Mais ça veut dire quand même qu'on est sur du UFS 2.1. Par contre on a le même problème que ce qu'il y a du côté du Mate 9 et du P10 aussi. C'est-à-dire qu'apparemment il y a un petit jeu de la part de Huawei, c'est-à-dire que on se retrouve parfois avec des K960 qui au lieu d'être avec une mémoire UFS 2.1 avec de la RAM DDR4 qui est extrêmement rapide, mélangé avec du UFS 2.0 donc un peu moins rapide, c'est du 500 mégabits par seconde à peu près en lecture, comme là on est à 800, 750. Et on a de la DDR4 aussi, et il y a aussi de l'UMMC 5.1, donc celle qui est beaucoup plus lente par contre, surtout en écriture et lecture aléatoire, et de la DDR3. Et pour le savoir, c'est la loterie. C'est le gros problème. Alors moi j'ai eu la chance dans les deux cas que j'avais eu. Je crois que pour le Mate 9 j'avais eu la version UFS 2.0, là j'ai du UFS 2.1, ça c'est sûr et certain. Et le problème c'est pourquoi cet échange entre des mémoires plus ou moins lentes, c'est la question qu'il faut se poser et c'est un peu dommage parce que certains payent le même prix que d'autres pour avoir des composants qui sont carrément parfois inférieurs. Ça c'est le côté un peu dommage. En tout cas on en a terminé avec ce benchmark, donc quand même quand on est dans la meilleure composition, donc UFS 2.0 2.1 avec la DDR4, on a quand même une puce qui est quand même sacrément puissante, mais qui consomme énormément, comme je l'ai dit, dans l'autonomie. Mais ce qui est bien, c'est que malgré qu'elle soit sortie, quand même, il faut le rappeler, elle est sortie en novembre avec le Mate 9, elle est toujours on est toujours bien face à l'Exynos 8895 et le Snapdragon 835 qui sont sortis quand même en milieu d'année 2017, en avril, mai, juin, ce qui fait que c'est quand même bien d'être toujours prêt. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas eu de grosse évolution, on a eu le Cortex A73, Huawei, c'était les premiers à le sortir, il faut le rappeler, très en avance par rapport à la concurrence. Ça a été les premiers, par contre, avec ce sacrifice de le sortir en 16 nanomètres au lieu de 10 pour la concurrence. Ce qui peut jouer sur l'autonomie, ce qui joue, je pense aussi sur l'autonomie, mais je pense aussi que la partie processeur a été un peu vite expédiée, ce qui fait que la consommation explose. Ici, on devrait faire 7 heures avec une batterie de 4000 mAh, à peu près 7 heures, et c'est pas le cas. Par contre, les performances, comme on le dit, elles sont équivalentes. Équivalentes au 835, au 8095, même à l'utilisation de la dernière mémoire, etc., ce qui fait qu'il est extrêmement réactif, et ça, c'est une excellente chose, mais au détriment, malheureusement, de tout simplement de l'autonomie. Mais clairement, si vous êtes fan de jeu, si vous êtes fan de ce côté instantané, vous aurez la même chose que la concurrence, ça, il n'y aura aucun problème. Au niveau des jeux, donc là on se retrouve sur le jeu qui nous avait été annoncé lors de l'annonce tout simplement du Honor 8 Pro avec le Galaxy on Fire 3 qui utilise l'API Vulkan qui permet en fait au lieu de devoir utiliser la partie CPU pour certains calculs où le GPU, la partie graphique est meilleure, eh bien on se retrouve avec ça. Bon, alors la partie tactile du jeu est pas extraordinaire. Je vais essayer de faire une petite vidéo pour savoir, je relance ma chaîne qui est qui est MobiPlay, je vais arriver en jouant. Et donc je vais commencer à refaire des gameplays, donc n'hésitez pas à les regarder, c'est MobiPlay. De toute façon, j'en fais un lien normalement en fin de vidéo pour aller regarder. Je recommence. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Je le refais. Il va falloir que je refasse des petites choses dessus. Bref, donc le jeu. Alors, à savoir déjà que le smartphone, comme je l'ai dit déjà, il chauffe. Il chauffe. Hop, on va essayer. Il chauffe et ce qui fait que forcément il va commencer à avoir une partie un peu très chaude. Pour ceux qui n'aiment pas du tout, ça risque d'être désagréable. Après c'est normal que ça chauffe en jeu, mais ça chauffe beaucoup. Donc ça il faut le savoir. Sinon en termes d'autonomie, on l'a dit tout à l'heure, alors enfin je le redis, en jeu, en fait en termes d'autonomie on en a autant en jeu que si on l'était en utilisation normale. Donc c'est à dire que normalement on est aux alentours des 5 heures pour la plupart des jeux. Donc on peut le voir, c'est fluide. Hop, ici, bon, petite chose, là c'est le moteur du jeu, mais c'est fluide, on peut voir qu'il y a quand même quelques détails ici, mais c'est plutôt pas mal. Je vais montrer ensuite World of Tanks aussi, qui est assez gourmand en termes
sur cette partie-là, mais on peut voir quand même que là, il y a beaucoup de choses affichées, et le smartphone ne bronche pas. Et ça, c'est une bonne chose, puisqu'il utilise en fait la dernière version, enfin le dernier processeur graphique de chez Mali en MP8 quand même. Donc c'est un petit bond, on est passé d'un Mali T880 MP4 à un G71 MP8. Donc c'est-à-dire qu'en termes de puissance, il y a un vrai bond en avant afin ici de pouvoir proposer une expérience bien meilleure, et ce qui fait qu'en plus en 2K, bah, c'est largement utilisable. Bon, j'ai l'impression d'être un peu sous Parkinson à être au tactile avec ce jeu, c'est pas génial. Mais sinon c'est fluide, c'est beau, il y a pas mal de choses qui sont affichées, donc ça va permettre le Vulkan d'afficher des jeux plus beaux, plus complets, et ça c'est plutôt une bonne chose. On va passer maintenant à la suite, on va passer à World of Tanks, qui demande aussi, bah, si on met tout au maximum, qui demande pas mal de ressources. Donc là, on se retrouve sur World of Tanks qui est avec tous les graphismes au maximum. Donc là, on peut voir qu'on a beaucoup de détails, on a du feuillage, on a tous les arbres qui sont là, et en plus de ça, on a droit à être en 50-60 FPS, un peu de 40 si on se rapproche. Mais ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Bon, en plus, le haut-parleur, il pète bien, il crache bien, donc ce qui fait qu'on s'y croit un peu plus. Ah putain, je mets trop de temps! Mais ce qui fait qu'on peut voir, hein, il y a tout qui est affiché. Il faut savoir que par défaut, le jeu est au minimum, justement pour s'adapter à un maximum de smartphones. Mais au maximum, il est vraiment... Ah, putain de potes! C'est ça le problème sur ce jeu, c'est que les potes sont complètement cons. Déjà qu'ils sont pas très très intelligents sur PC, mais alors se mettre derrière le pote, alors que le pote voudrait bien reculer pour ne pas mourir... Ben voilà. Mais voilà, ce qui fait que vraiment sans problème l'appareil gère. Il faut savoir que par exemple Snapdragon 625, qui est milieu de gamme bien évidemment, en moyen il est à 30 fps, donc ce qui fait qu'il est un peu plus limité. Là ce qui est vraiment bien, c'est que malgré qu'on n'est pas sur le plus gros GPU des hauts de gamme, on va pouvoir sans problème pouvoir gérer. Là on tombe un petit peu, on a beaucoup de char qui est actif, on a 22 fps, il descend un peu. Il faut savoir que là le processeur graphique chauffe en plus de ça, donc là, ce qui fait que je commence à avoir la main gauche qui commence à avoir chaud. En hiver, c'est bien. En été, c'est un peu moins bien. Mais comme en plus l'appareil est fin, on va vite ressentir cette chauffe. Donc pour ceux qui sont vraiment pas adeptes des smartphones vraiment chauds, ça risque de déplaire. Parce que les smartphones sont chauds, mais celui-là, comme il est proche et qu'en plus le processeur chauffe beaucoup, par exemple, il chauffe plus que le Honor 8 ou que le P9, je crois qu'il chauffait beaucoup, lui. Donc ça doit chauffer au moins autant que le P9. Je ne sais pas du tout ce que vaut le P10, j'ai pas pu le tester. Mais normalement, c'est la même puce, donc ça doit jouer aussi. Et voilà, grâce au graphisme magnifique de ce jeu et surtout le bel écran, ça m'a permis de gagner. Mais voilà, ce qui fait que même sur World of Tanks, avec les graphismes au maximum, il ne bronche pas beaucoup. Par contre, je peux vous dire que là, mon doigt ici commence à avoir vraiment chaud. C'est-à-dire que là, je reste dessus, mais ça commence vraiment à être chaud. Alors, on sent vraiment la chaleur qui est en train de monter et qui commence à devenir désagréable. Là, je peux vous dire que moi, on va dire que je m'y adapte, mais je pense que déjà pour beaucoup de gens, ça va pas être très sympa. Il faut savoir qu'en gros, c'est en train de chauffer ici, là. Donc surtout là où il y a le vert en plus. Mais en gros, tout le haut commence à être vraiment chaud et c'est désagréable. Si on a juste le doigt, c'est vraiment pas agréable du tout et ça peut rebuter plus d'une personne. Bon, on va rester sur quelque chose d'un peu plus classique cette fois-ci, du jeu 2D bien évidemment, où il n'y aura aucun problème ici. Bon, l'appareil sera quand même chaud, c'est quand même ça pourtant. Je commence à avoir chaud déjà, qui fait un peu chaud autour. Mais là pour le coup, j'avais vraiment envie, beaucoup plus que le Mate 9, parce que ça me permet de confirmer les problèmes qu'il y avait sur le P9 au niveau du processeur, toute cette chauffe. En plus, comme l'appareil est fin, il est plus fin que le Mate 9, on a encore plus cette sensation de chauffe qui est présente. Ce qui fait que ça va être vraiment le souci de ce téléphone, c'est la chauffe et la consommation. Par contre, ce qui est bien, c'est que, comme je l'ai dit, au niveau de l'autonomie, on est sur quelque chose de très similaire à ce que propose... C'est-à-dire que si on fait que du Facebook, Twitter, réseaux sociaux, ou que l'on fasse ça, ce sera la même chose en termes d'autonomie. Donc ce qui fait qu'en termes de jeu, il n'y aura pas de souci. Les 5 heures écran allumé, là par contre, c'est plutôt bien. Ce qui est con, c'est que c'est la même chose sur Facebook. Mais voilà, on peut voir en plus de ça, voilà, c'est-à-dire, ce qui est dommage, c'est que j'ai rien d'autre pour tester, donc c'est-à-dire la partie avoir une comparaison avec un Snapdragon 835 ou un S8, mais clairement, même en jeu, on n'a aucun problème. On a pu le voir sur des jeux qui demandent des ressources, il n'a pas bronché du tout. Donc là, par contre, je me fais éclater, ça change de World of Tanks.
Je me fais éclater parce que il faut que je mette mon deck un peu plus à jour. Parce que je l'ai modifié et je l'ai mal remis. Mais voilà un peu ce que peut donner en jeu. Hein. Mais bon, voilà, là je commence à avoir chaud à cause de ma main qui est au dos. Et dont tout le dos commence à être quand même assez chaud. Là il chauffe. Non, il reste assez chaud hein. Actuellement. Il commence un petit peu à refroidir parce qu'on est sur un jeu qui demande moins de ressources. Mais c'est vraiment le problème de ce téléphone. C'est qu'il chauffe beaucoup et c'est désagréable. Et le problème c'est que c'est vraiment en fait le fait qu'ils soient en 16 nanomètres, je pense, avec le processeur qui était prévu, il était peut-être pas prévu de tourner en fait sur du 16 nanomètres. Bon bah comme ça en fait ça me permet de finir en beauté avec ça et on va passer à la conclusion. Alors, que penser de ce Honor 8 Pro Eh bien, clairement, pour moi, c'est un très bon téléphone. C'est une très bonne phablette qui, pour moi, n'a d'Honor 8 Pro presque que le nom pour moi. Parce que le design, il ressemble de loin, mais le Honor 9 est quasiment pareil. En fait, on est beaucoup plus proche du Honor 9 que du Honor 8. Parce qu'on a la même puce graphique, on a un écran de case qui fait que c'est quand même au-dessus, on a un prix qui est supérieur aussi, on a 6 Go de RAM surtout, on a 64 Go de ROM, qu'est-ce qu'on a après? L'appareil photo, il a été beaucoup amélioré, ce qui fait que je pense que à part le zoom x2, on doit être très proche en termes de photos, peut-être voire meilleur vu l'optimisation, je sais pas du tout. Par contre, voilà, c'est-à-dire qu'en gros, il est bon en tout, il est super fluide, il est extrêmement rapide. Ça, c'est le truc qui m'a fait, comme je l'ai dit, l'effet waouh, c'est qu'il est extrêmement rapide. La puce est vraiment extrêmement réactive, et ce qui fait que tout se lance instantanément, comme on l'a vu tout à l'heure. Après, on a aussi les 64 Go et 6 Go de ROM, qui fait que c'est plutôt, enfin 6 Go de RAM plutôt, ce qui fait que 6 Go de RAM, bah, on les ressent bien, c'est-à-dire qu'on n'a rien qui va se fermer, rien du tout. Hein. C'est-à-dire que là, si je reviens, après une grosse journée, je ne l'ai pas éteint, on va aller chercher les paramètres. Là, bon, bah, il les relance. Est-ce que je l'ai redémarré? Je ne sais plus. Studio, là, je l'ai relancé. Après, j'avais peut-être vidé tout à l'heure, parce que généralement, j'avais plus de choses. Geekbench... Il l'a relancé, alors peut-être parce que j'ai lancé des jeux aussi, des gros jeux, c'est possible aussi. Bon là, lui se relance forcément, mais en tout cas, en temps normal, on va dire, là on a fait 3 gros jeux, forcément ça prend de la RAM. En temps normal, il recharge très peu les applications, voire pas du tout, ce qui fait que même en revenant plusieurs heures plus tard, même s'il les recharge, je veux dire, si là je lance Twitter, ça va se lancer assez vite, hein. On va voir, vous voyez, on a très peu attendu qu'il nous réaffiche d'ailleurs là où on en était. Si je vais sur Instagram, vous voyez la vitesse, bon, c'est très joli tout ça. Si je vais sur Deezer, hop, il me le relance tout de suite. J'étais tout à l'heure. Google Photos, hop, on y est très vite. Donc voilà, ça c'est vraiment l'effet waouh qui fait vraiment la différence avec tous les smartphones que j'ai eu. L'effet waouh qu'on doit aussi avoir sur le S8, peut-être un peu moins, mais aussi sur par exemple le OnePlus 5. Donc ça c'est vraiment le truc sympa. On a aussi de la 2K, ce qui n'est pas forcément très répandu aujourd'hui. On a surtout Samsung et HTC qui l'utilisent, ainsi que LG. Normalement LG, oui. Mais c'est à peu près tout. Après, le reste se cantonne au 1080p parce que ça permet de développer mieux les performances et ça permet de réduire un peu les coûts. Là, on est sur un écran 2K. Le problème de l'écran 2K, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'il est quand même saturé. Ceux qui veulent du neutre, ça ne sera pas possible. Mais bon, il est agréable à l'œil, je trouve, et on s'y fait assez vite. D'ailleurs, il est aussi réactif. Par contre, le Gorilla Glass 3, c'est pas compréhensible du tout. Et ce qui fait que le Gorilla Glass 3, qui pour moi était assez mauvais en termes justement de résistance, ça se ressent et à moi l'utilisation, pareil, il s'est rayé assez facilement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur l'appareil en termes positifs? En fait, il y a à peu près tout. Après, il y a l'appareil photo. L'appareil photo, c'est toujours un problème chez Huawei. Ils le vendent très bien. Là, ils l'ont vendu différemment, dans le sens où, pour eux, ils ont dit, bon, on a fait 80% d'amélioration, jusqu'à 80% d'amélioration sur la partie, justement, driver, etc., par rapport au Honor 8, parce que c'est le même capteur. Je le ressens au quotidien, après on a le côté écran aussi qui aide beaucoup, mais clairement les photos sont quand même assez nettes, la partie ouverture, effet grande ouverture est aussi bien gérée, il y a très peu d'artefacts, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Ce qui a maintenant amélioré, pour moi qui est un peu plus mitigé, c'est la prise jack qui, elle, est en dessous de la concurrence. Elle manque un peu de détails, elle manque de la stéréo, assez nettement d'ailleurs, au final. Elle manque de stéréo, de détails. C'est surtout ça, c'est ces deux choses-là, mais sinon après elle peut gérer quand même des gros casques sans trop de problèmes, comme la concurrence. Sans DAC dédié bien évidemment. Qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Voilà, pour moi les deux plus gros défauts du téléphone, c'est clairement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure et comme je le rabâche encore, l'autonomie. L'autonomie m'a déçu, elle me conforte
par rapport au Mate 9 sur les problèmes d'autonomie qu'a le processeur. Est-ce que ceux qui s'attendent à une grosse autonomie avec une batterie de 4000 mAh seront déçus? Je n'ai jamais dépassé les 6 heures sur cet appareil. Que je ne fasse que du Facebook ou que je fasse que du jeu. Et le pire que j'ai eu, mais là c'était la journée la plus chaude, c'était 4 heures, mais en gros il faut compter à peu près une autonomie entre 4h30 et 5h30. Pas plus. 5h45, allez, on va arrondir à 5h45, mais en gros ça va être 5h30 tous les jours. 5h30 avec un écran 2K et 4000 mAh. Je veux dire, même le S7, je faisais 6 heures en utilisation mixte avec des jeux et tout, j'étais un poil déçu. Mais là, c'est 4000 et il fait un peu moins bien que le S7. Donc ça me déçoit quand même, ça me déçoit pas mal même, parce que c'est pas censé être aussi peu. C'est clairement pas censé être aussi peu. L'autre problème, c'est la chauffe. La chauffe de l'appareil. La chauffe de l'appareil qui, elle, est quand même assez intense. Ce qui est le plus étrange, en fait, c'est comme l'appareil est extrêmement sollicité, il le sollicite beaucoup la puce, dès que vous allez faire un peu de Facebook, etc. Si vous avez tendance à vite switcher entre les apps, etc., il va commencer à vite chauffer, ça va se ressentir. Pour ceux qui n'aiment pas ce qu'un téléphone devienne un peu tiède, un peu chaud, c'est clairement, virez-le de vos achats, parce que clairement, en fait, moi, ça me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, c'est derrière la consommation. Je sais qu'il va consommer, ça me frustre. Mais ce qui fait qu'il chauffe comme ça, il chauffe tellement, j'ai l'impression que cette puce, comme je le redis, cette puce pour moi n'a pas été conçue pour être orientée sur l'économie d'énergie. Elle a été tournée pour les performances et ça se ressent puisqu'il va vite tourner à fond. Et ce qui fait que ça va le faire chauffer. Et c'est le plus gros problème et on va le sentir. Le pire étant bien évidemment quand on est au soleil, quand on est en plein été, alors là ça devient vite un four avec la modem 4G qui va énormément chauffer et la partie processeur qui va chauffer, et le fait que l'appareil, lui aussi il va prendre le soleil, ça va le faire encore plus chauffer, alors là ça devient un four. C'est un des smartphones qui pour moi était l'un des plus chauds que j'ai eu. Alors ce qui est étonnant par contre à retenir quand même, c'est que malgré qu'il soit extrêmement chaud, il ne se bride pas. C'est en plus de ça qui fait que ça conforte dans l'idée que Huawei cherche vraiment juste la performance sur ce processeur. C'est que on l'a vu dans le benchmark, il est jamais bridé. Il ne se bride jamais. Il perd 300 points au bout d'une heure. 300 points c'est très peu. Même le S7 perdait peut-être, je crois, 800 ou 900 points. Ça fait 300 points, c'est extrêmement peu. C'est-à-dire qu'il va chauffer. La limite en termes de sécurité est quand même placée très haute. Parce que j'ai rarement eu un appareil qui chauffait autant. Le Honor 8 chauffait un peu et il chauffait dans une zone très localisée. Le Snapdragon 652 chauffe aussi énormément, mais j'étais sur le Alcatel Idol 4S qui n'avait que le pourtour pour se refroidir et chauffe à peu près autant, on était à peu près autant, qui lui est gravé en 28 nanomètres. Donc là il y a quand même aussi quelque chose à remettre en cause. Donc en gros on est sur le même problème. Et là, c'est particulier. C'est pour moi le plus gros problème, c'est là où il faut faire le plus attention. Si vous cherchez un smartphone qui soit dans la puissance pure, qui soit élégant, avec une surcouche elle est quand même super stable, et bien clairement, c'est une bonne chose. Par contre, si vous cherchez l'autonomie, passez votre chemin. Si vous cherchez un smartphone qui reste assez froid ou tiède en utilisation, parce que je sais que ça en dérange certains, passez votre chemin. C'est vraiment pour moi les deux gros défauts. L'appareil photo aussi, pour ceux qui veulent un appareil photo qui soit très bon. Alors, il est très bien 2 jours. Franchement, il se débrouille vraiment bien. Je l'ai vu, vous avez l'album pour regarder de toute façon. Il est vraiment très bien. Par contre, dès que les conditions vont descendre, forcément, on va perdre de cette qualité. Même si ça a été amélioré logiciellement, on va quand même perdre. Parce que le problème, c'est qu'il est quand même en ouverture 2.2. Ce qui est en net retard par rapport à la concurrence, et au même prix on va pouvoir trouver des smartphones qui ont une ouverture entre 2.0 voire 1.7 comme le S7 Edge et qui est un ténor en termes de photos. Là on a quelques effets qui sont assez sympas honnêtement, et les photos sont quand même bien réussies. On a une rapidité d'exécution, mais face à la concurrence, pour moi il y a quand même un retard qui reste évident, notamment dès que les conditions s'amenuisent comme je l'ai dit. Par contre de jour il se défend très bien. C'est ça qui est assez sympa, c'est qu'il se défend très bien, c'est juste sur les conditions. Donc si vous n'êtes pas trop regardant sur les conditions un peu plus sombres, ou surtout en fait le soir ou la nuit, si ça vous intéresse pas trop, clairement oui, il reste adapté. Par contre, si c'est quelque chose d'important pour vous, là il va falloir y réfléchir un peu plus longtemps pour voir est-ce que vous êtes prêt à passer outre ou pas. Mais là c'est après à vous de voir.
Néanmoins, donc c'est un smartphone que je trouve réussi. À 549 aujourd'hui, 549 €. Il y a une concurrence qui est très très féroce entre les smartphones qui sont sortis l'année dernière et ceux qui sortent actuellement. Coucou OnePlus 5, que je n'aurai jamais. Il y a une concurrence qui est extrêmement féroce. Par contre, il a quand même sa propre identité par rapport au OnePlus 5 qui, bon, visuellement, photo en tout cas, fait très iPhone, hein, clairement. Là aussi, il y a de l'inspiration, mais ça reste quand même... Il y a un peu plus d'identité à mon goût. Mais la concurrence, là, est très serrée. Je ne sais pas comment dire qu'est-ce qu'il démarque réellement. Après, il a quand même les 6 Go de RAM, 64 Go de ROM. Enfin, il a quand même une très belle fiche technique. Mais de là, le démarquer réellement de la concurrence... Bon, allez, si, il y a ça. Allez, il y a le capteur infrarouge. Mais ça va pas être non plus le must. C'est pas l'incontournable ou quoi que ce soit. C'est une offre parmi d'autres. Aujourd'hui, donc, la concurrence, elle est quand même sérieuse. On a le S7 Edge d'un côté, on a le OnePlus 5 de l'autre. On a le LG G6. On a... qu'est-ce qu'on a encore? On en a d'autres que je n'ai pas forcément en tête. On a le OnePlus 3T aussi, hein, même s'il reste... maintenant, il se vend plus, d'ailleurs. On a quand même de la concurrence plus ou moins sérieuse entre ce qu'il y a de cette année et ce qu'il y a de l'année dernière. On a des concurrents qui sont plus ou moins sérieux. On a même le HTC 11, on a le HTC U Ultra, où il y a des promos dessus. Pour moi, aujourd'hui, à 549 €, là où il se démarque, sera plus... pour ses performances sur le long terme. Parce qu'il va être surtout en concurrence face à smartphone de l'année dernière. Mais il suffit que le S8 baisse un peu, le LG G6 baisse un peu, et ça peut arriver très vite. La différence qu'il y a va être assez légère. Parce que, pour moi, ce qui manquerait vraiment à ce téléphone pour se démarquer, pour pouvoir se dire, regardez, nous, on est vraiment différents. Aujourd'hui, ça aurait été une meilleure maîtrise au niveau de l'économie d'énergie, d'avoir une réelle grosse autonomie. Et aussi un appareil photo qui est de meilleure qualité. Parce que le problème, c'est que sur ces deux points-là, la concurrence sera au moins équivalente, voire meilleure. Équivalente surtout au niveau de l'autonomie, où on aura quelque chose qui sera souvent très similaire, et meilleure surtout en photo, parce que LG, OnePlus, enfin LG et Samsung, ce sera vraiment meilleur. OnePlus, ce sera plus ou moins équivalent, mais il sera meilleur de nuit. C'est là où il va falloir... c'est là où, pour moi, il pêche un peu. Et ce qui fait qu'il va falloir y réfléchir à deux fois, est-ce que je l'achète ou pas, parce que la concurrence est vraiment féroce aujourd'hui dans cette gamme-là, malgré qu'on est sur un téléphone extrêmement bien fini. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, mais il y a justement des mais. Après, il faut savoir quand même qu'on va avoir l'avantage du suivi. Alors, il est possible aussi, l'autre chose qui risque d'arriver, c'est que la communauté côté ROM Custom se développe, puisque Honor essaye un peu de pousser, ils ont commencé à balancer les sources pour le Honor 8, donc c'est possible que ça puisse faire la différence, peut-être sur le long terme, notamment par rapport à Samsung. Mais ça reste à voir. Pour moi, c'est un choix qui reste assez délicat, au vu des deux problèmes face à la concurrence. C'est-à-dire l'autonomie qui se démarque pas plus que la concurrence, et l'appareil photo qui, elle, par contre, a plus un train de retard. Sur la partie ouverture, et donc dès que les conditions faiblissent. Mais après, ça reste un smartphone vraiment réussi. Sur à peu près tous nos points, il n'y a pas de très gros défauts. Ça reste, comment dire... Enfin, là, si, le défaut, c'est quand même la chauffe qui est quand même trop importante. On a surtout ça, mais après, c'est pas de vrais gros défauts. Mais c'est des choses qui sont moyennes, là où elles auraient pu être bien mieux. Autant l'appareil photo, bon on a l'habitude avec Huawei, autant l'autonomie, ça on a un peu moins l'habitude. Ils ont tendance à faire quelque chose de plutôt bien. Là c'est décevant et ça vient vraiment de la puce. Je ne sais pas ce que vaut le Honor 9 là-dessus, mais ça risque d'être, à mon avis, similaire et avoir une autonomie un poil décevante. Ça reste à vérifier, je ne sais pas quand est-ce que je l'aurai. Néanmoins, pour moi, c'est la phablette face au Honor 9. Qu'est-ce que vous voulez choisir entre l'Honor 9 et celui-là? Ça va être un choix de design aussi. L'écran aussi, si vous aimez bien quelque chose de saturé et que vous voulez du 2K. Après, vous avez le S7 aussi pour le coup. C'est beaucoup de... Il faut peser le pour et le contre pour moi pour avoir quelque chose, pour avoir un vrai choix. Mais ce qui se démarque vraiment, je ne sais pas. Il est très réussi, mais c'est une offre parmi tant d'autres. Sur ce, j'espère que vous aura plu. Je vous propose bien sûr de partager, de commenter et de liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis, on se retrouve sur un nouveau test. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, si jamais vous en avez, ou à faire vos retours aussi sur l'autonomie. Je suis assez intrigué pour ceux qui sont arrivés jusque-là. Et pour terminer, n'hésitez pas à aller voir ma petite chaîne gaming, que vous avez normalement un petit choix sur la fin de la vidéo, pour aller regarder mes derniers trucs et proposer peut-être des nouvelles choses.
Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Technoïd.